Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la restitution des collections muséales. Vous savez qu'il y a dans beaucoup de musées en France, il y a des œuvres qui viennent de pays lointains, notamment d'anciens pays colonisés. Et la question de la restitution de ces œuvres dans les pays où elles ont été produites se pose. C'est une question qui ouvre des perspective juridique, philosophique, passionnante. D'abord, qu'est-ce que c'est une œuvre d'art? Qui elle appartient? Est-ce qu'elle appartient à ceux qui l'ont produite ou à ceux qui la regardent, à ceux qui l'ont faite ou ceux qui l'ont conservée? Et puis derrière cette question se profile naturellement l'ombre de la décolonisation et de la colonisation et de l'émancipation aujourd'hui des pays, notamment des pays africains. Les réponses à ces questions sont peut-être moins manichéennes qu'on pourrait le croire. Certes, on parle parfois avec un vocabulaire un peu guerrier, de pillage, de prédation, mais il n'y a pas forcément d'un côté les méchants prédateurs et de l'autre les pauvres victimes. Vous allez le voir dans cette émission avec deux universitaires. Mélanie Clément-Fontaine, bonjour. Bonjour Patrice, merci Vous êtes de votre professeur invitation. de droit privé à l'université de Paris-Saclay de Versailles, l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes en charge de la recherche, hein, c'est ça? Vice-doyen en charge charge de la recherche. Donc c'est important, bravo. Et vous êtes spécialiste du numérique. Tout à fait. Et on verra que le numérique a une importance dans les œuvres d'art. Claire Bouglé-Leroux, bonjour. Bonjour Patrice Carnoz. Vous êtes maître de conférence en histoire du droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Alors vous avez toutes les deux coordonné avec d'autres universitaires un livre qui est un livre collectif avec beaucoup de contributions qui s'appelle donc Les restitutions des collections muséales, aspects politiques et juridiques. C'est aux éditions Manet Martin, c'est ça? Marais Martin. Marais Martin, oui. Qui est une très bonne maison d'édition. On a eu déjà l'occasion de parler de quelques livres qui sont publiés dans cette maison d'édition. On va aborder évidemment l'histoire de cette restitution avec un discours important qui est le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, d'un rapport important qui est le rapport Sarr-Savoy. Mais pourquoi avoir voulu faire ce livre et consacrer justement à cette restitution? L'idée des 4 personnes qui ont porté ce livre, d'abord, ces 4 personnes ont des spécialités différentes, oui. Et donc de croiser leur regard sur ce sujet dans un contexte où le débat se polarise, comme souvent. C'est-à-dire qu'il y a les pro-restitution, les contre-restitution. Et donc, nous, en tant que scientifiques, en tant que chercheurs, nous avions envie de rendre compte de la complexité en fait, du sujet, et surtout entendre tous les points de vue. Donc, réunir 19 auteurs, il y a une préface également, faire une longue introduction qui expliquait tous les enjeux. Oui, c'est un livre très précis avec, sur beaucoup de domaines, voilà. Sur tous les domaines. Et finalement fournir un terreau de réflexion pour ceux qui s'intéressent au sujet, afin de se constituer une opinion. Claire Bouglé-Leroux, on peut peut-être revenir sur l'histoire de la question de ces restitutions. On en parle depuis des années. Moi, je me souviens, oui, que Arnaud Klarsfeld en avait parlé à propos de ce qui se passait, enfin, d'œuvres qui étaient en Angleterre, qui voulaient restituer. Comment elle s'explique cette histoire, justement? Alors, cette question des restitutions, elle est au fond très ancienne. Elle est liée au départ au droit de butin qui permet de manière légitime à un peuple victorieux d'arracher les œuvres. On peut servir, quoi, quand on a gagné. Voilà, les œuvres de ceux qui ont perdu la guerre. Et Cicéron s'en empare dès son discours sur les œuvres d'art contre Verres. Le fameux quisque tandem, non? Mais aussi pour souligner, parce que c'est un discours qui a été écrit à propos du pillage de la Sicile. Oui, l'a traduit beaucoup, j'ai fait un peu là-dedans, traduisait beaucoup ce discours. Oui, tout à fait, c'est un discours très célèbre et qui est assez intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a tout de même des questions éthiques qui se posent, et ici le fait d'un pillage un peu systématique et puis qui profitait au chef au fond, hein. C'était un peu ça ce que Cicéron accusait, non? Oui, surtout que le pillage était systématique, important, et qu'effectivement il mettait en cause Verres. Verres, oui, c'est ça. Il profitait beaucoup de ce pillage, quoi.
Mais la question, elle a rebondi sous diverses formes et au fond, aujourd'hui, elle se pose dans des conditions qui sont différentes de celles de la guerre, telles qu'on peut classiquement l'entendre. Là, il y a quand même la colonisation. Tout à fait, mais qui ne prend pas exactement les mêmes formes, sachant qu'il peut y avoir du pillage, mais il peut y avoir aussi des échanges marchands. Et c'est le cas d'ailleurs dans le cas du patrimoine africain. Il y a dans certains cas des échanges marchands, et puis il peut y avoir aussi du pillage. Cette question, elle a rebondi en quelque sorte dans les années 70 du fait d'un discours assez majeur prononcé à l'UNESCO par le directeur général Amadou Mtambo. On l'a reproduit dans l'ouvrage. Voilà, parce qu'il y a un certain nombre dans l'ouvrage de pièces en quelque sorte à conviction, d'éléments qui permettent aux néophytes de relire des textes importants sur le sujet. Et puis également la loi sur la restitution de décembre 2020. Donc, on va y venir parce que ça c'est... Alors ce discours de l'UNESCO, il a permis que cette question soit posée dans les cercles de la culture, mais en réalité, dans les années 80, on a même été jusqu'à créer des formulaires de restitution, mais il n'y a pas eu véritablement de matérialisation de cette réflexion. Et donc elle a rebondi du fait de demandes de restitution qui sont soulevées par certains pays, comme c'était le cas pour le Bénin depuis 2016, et du fait du discours du président Emmanuel Macron à Ouagadougou. C'est en 2017 En 2017, fin 2017. Au début de son quinquennat, quoi. Voilà. Où il annonce qu'il y aura en réalité des restitutions. Ce qui peut effectivement paraître surprenant, en tout cas pour un juriste, parce que ce patrimoine est entré dans le patrimoine français et qu'il y a des règles assez précises pour l'en faire ressortir parce qu'il est frappé d'inaliénabilité. Vous voulez dire que c'est le fait du prince un peu ? Alors, c'est pas le fait du prince, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, certains États, tels que la France, se sentent responsables de ces collections, vont ériger même des musées consacrés à ces collections. Le musée du Quai Branly, par exemple. Le musée du Quai Branly. Et donc se présentent comme un peu les sauveurs de ce patrimoine. Et le président pose une rupture en disant non, en fait, je reconnais la revendication des restitutions. Jusqu'à présent, on s'est contenté de vous prêter ces collections parce qu'elles faisaient partie effectivement d'un domaine public inaliénable. Nous, on a des règles, on a des écrins pour les conserver. Eh bien, en définitive, vous pouvez le faire vous-même. Et donc, non seulement ce discours, il est symboliquement fort, mais il va être suivi aussi d'action, et notamment la commande d'un rapport qui le rapport Sarr-Savoy. Je cite juste une phrase du discours. Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. C'est direct, c'est tranché. C'est tranché, oui, ça a suscité d'ailleurs une forme d'émotion chez un certain nombre de directeurs de musées, parce qu'au fond, c'est l'ouverture d'une boîte dont on ne sait pas si ça ne va pas être une boîte de Pandore. Parce qu'il n'y a pas de cas unique de l'Afrique, et qu'au fond, des demandes de restitution, elles peuvent arriver de toutes... Et avec parfois des dangers, on y viendra peut-être tout à l'heure, enfin des risques, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais ce que vous disiez, c'est ça, c'est quand même un changement de paradigme, un changement de théorie, quoi. Oui, et donc à partir de là, tout va s'accélérer. Il y a une loi qui est adoptée en 2020 pour acter la restitution. Voilà, qui va venir. Alors, il y a donc le discours, il y a le rapport Sarr-Savoy. Sarr est un intellectuel sénégalais. Universitaire. Comme et Madame Savoy également, elle spécialiste d'histoire de l'art, et qui s'est emparée déjà de ce sujet. Mais qui va écrire particulièrement ce rapport sous l'angle de l'art africain. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit ce rapport alors Alors ce rapport, il est assez engagé
au sens où il appelle à une restitution assez large des biens. Il en donne parfois d'ailleurs la nature spécifique, mais dans ce rapport, le volet juridique était assez mince et on pouvait reprocher à ce rapport d'élever une forme de présomption au fond. Oui, de prédation. Voilà. De prédation et de présomption de prédation. Oui, c'est ça. Les pays occidentaux étaient présumés avoir accaparé les œuvres, c'est ça, en gros, c'est ça, hein. Oui, sachant qu'il y a quand même un contexte international où il y a des règles justement pour des objets qui auraient été recueillis de façon illégitime depuis, parce que bulletin de guerre, c'est devenu illégitime, parce que vol, etc. Donc tout cela est encadré. En revanche, il y a des objets qui ont été collectionnés de façon tout à fait légale et qui maintenant tombent sous le coup d'un régime protecteur qui les rend inaliénables. Et donc ce rapport, il gomme un peu peut-être cette nuance. C'est-à-dire que, pardon, excusez-moi, c'est au fond, la loi est rétroactive. Enfin, c'est-à-dire que les objets, ça ne concerne pas les objets actuels qu'on pourrait prendre, ça concerne les objets anciens, si je peux dire. Ah non, ça concerne les objets qui sont actuellement dans les musées et qui pourraient être rendus sur un fondement, par exemple, qu'on n'a pas à l'origine. On ne peut pas prouver l'origine de ces biens. Et de ce fait, à ce moment-là, il y aurait une forme de présomption de Donc il y a cette présomption, voilà. Et sinon, on doit montrer que ce patrimoine est entré de manière légitime, sachant qu'on n'a pas forcément une documentation, même si sur certaines quêtes, certaines collectes, on a tout à fait des... Et tout est noté. Oui, on a tout à fait sur... Mais il y a des objets, oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas exactement comment ils sont arrivés. Non, mais c'est vrai qu'au musée du Quai Branly, il y a une partie des objets qui viennent de la collecte qui a été opérée par l'expédition Dakar-Djibouti et que certains cahiers ont été tenus. On va y revenir à l'expédition. Assez précis. Elle est intéressante. Oui. Donc on a des éléments de traçabilité, de provenance, mais on n'a pas forcément pour chaque objet ces éléments. Et ce rapport reviendrait à placer les musées dans l'obligation de faire la preuve de la provenance, qui n'est pas forcément évidente. Alors, il y a donc ce discours, il y a ce rapport, et puis il y a la loi sur le Bénin. Je crois que vous dites dans le livre, d'ailleurs, il est assez surréaliste, parce qu'il y a comme ça une liste d'objets, un peu comme un poème à la Prévert. C'est très court. Simplement, cette loi est nécessaire pour sortir cette liste d'objets du patrimoine public et afin de permettre la restitution. Donc elle tient en quelques lignes. Elle est essentiellement constituée de la liste des objets. Du fait du principe d'inaliénabilité. Parce qu'en réalité, pour extraire ces objets, il faut une décision qui ne soit pas simplement celle du président Emmanuel Macron, mais qui soit celle du Parlement. D'accord. Est-ce que cette loi, justement, elle n'a pas un peu inquiété les collectionneurs, les musées ? Alors, je pense que cette loi, elle est apparue comme une forme de compromis acceptable, parce qu'au départ, on ne parlait pas de restituer 26 objets, mais il y avait une dimension beaucoup plus inquiétante dans le rapport Sarr-Savoy. Et qu'au fond, il y a eu un compromis, sur ces objets. Un compromis acceptable parce que je pense aussi que les lignes bougent et qu'on est sensible au fait que en Afrique des musées soient édifiés pour conserver des objets qui n'étaient pas forcément faciles de conserver jusqu'à présent et dans des conditions qui sécurisent ces objets. Et c'est une question quand même assez cruciale. Et donc, cette loi vient rappeler l'inaliénabilité, l'intangibilité de ce principe. Et au fond, ça, c'est une part du compromis.
On rend 26 objets, mais on rappelle que le principe d'inaliénabilité est un principe majeur du droit français. Et justement, dans le débat démocratique actuel, on en parle beaucoup de la démocratie et des règles démocratiques. Oui. C'est intéressant de voir ce processus, puisqu'on a un discours d'un président de la République, mais la décision, elle est prise par le Parlement. C'est une loi adoptée par le Parlement. C'est pour ça que quand je disais c'est le fait du prince, vous aviez raison de dire non, il y a le processus démocratique. On l'a dit quand même parce qu'il s'est presque engagé. C'est quand même une parole politique très forte. Il s'engage, il a l'air d'y aller en force quelque part. C'est comme ça que ça a pu être ressenti. Il n'empêche qu'on a des procédures qui font que le Parlement réintervient et donc on peut trouver des voies médianes et y aller étape par étape. Quelle est la position des pays dont les œuvres, enfin des pays africains qui sont les producteurs de ces œuvres justement? Est-ce que c'est une position qui est à peu près la même dans tous les pays ou est-ce qu'il y a des différences? Il y a eu plusieurs. Il y a le sentiment d'être dépossédé. Oui. On parle de 80% d'objets qui seraient hors des frontières. Donc c'est énorme. Il y a vraiment une disproportionnalité très très importante. Il y a toute l'histoire coloniale et donc cette nécessité de se réapproprier le discours qui accompagne ces objets. C'est raconter son histoire avec ses propres mots, ça c'est extrêmement important, ça revient. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas de vision monolithique, et même sur des territoires donnés. Et 2 articles sont consacrés au sabre rendu au Sénégal, et on voit bien que ça a créé des discussions assez polémiques sur l'origine effective du sabre. Est-ce qu'il s'agissait bien du sabre, parce que la provenance de cet objet est douteuse. Mais ensuite, sur place, ça a exacerbé des tensions. Ah oui. Parce que ce sabre était extrêmement symbolique et donc de quoi pardon de l'action des musulmans sur le territoire. D'accord. Et donc il y a eu une forme de réaction qui s'est opérée avec la remise du sabre, si bien que ça permet de voir à quel point le sujet est complexe. Il y a effectivement des demandes de restitution et je rejoins totalement Mélanie sur le fait que le fait d'en parler va véritablement constituer pour ces populations la perception d'un préjudice culturel au-delà du cercle étroit au départ qui était celui des tenants des restitutions. Mais il y a des demandes qui vont être de récupérer des schémas de tapis. Pas les tapis eux-mêmes, mais les schémas pour pouvoir se les réapproprier. Il va y avoir des demandes qui vont... D'où l'importance du numérique, parfois, là-dessus. Mais bon, des demandes plus nuancées. Plus nuancées, oui. Parce que il y a des objets qui sont des objets de culte, qui sont partis du territoire et qu'il est complexe de faire revenir. Donc ce sont des questions vraiment très compliquées. Très compliquées. J'ai une phrase justement sur ces objets de culte, c'est quelqu'un qui dit: les masques et les fétiches qui sont aujourd'hui entreposés dans les musées européens, il ne servirait à rien de les rendre car ces pièces n'ont aucune valeur pour les Africains. Ils sont vides, morts, désenvoûtés. Ils ont perdu leur sens originel parce qu'ils ont été arrachés de leur contexte et sont donc devenus des objets sans signification. Alors ça, c'est le discours qu'on peut tenir. D'ailleurs, il y a pas mal d'objets qui ont été... objets religieux. Des objets qui ont été abandonnés. Oui. Mais en fait, l'abandon peut faire partie aussi d'un processus. C'est-à-dire que abandonner un masque, c'est un retour à la nature, c'est un cycle. Et donc, c'est pas, comme nous pouvons l'entendre, un bien sans maître qu'on peut s'approprier. Donc, il y a des conceptions aussi très, très différentes par rapport à la propriété. Selon les cultures. Et puis pour rebondir sur ce que dit Claire, ce sont des négociations aujourd'hui qui se situent au niveau des États, oui. Mais ces objets, ils sont attachés à des communautés. Et ces communautés peuvent ne pas correspondre aux frontières étatiques. Absolument. Donc on voit bien quand même que c'est extrêmement sensible, d'autant quand on a des objets qui sont comme ça porteurs ou qui ont été le support d'éléments magiques, d'éléments religieux, etc. Donc, il y a notre ami Philippe Charlier fait des études sur les aliments qu'on retrouve sur ces sculptures. C'est passionnant.
ce sont lui, il en parle comme des sculptures vivantes qui ont un tube digestif, qui sointent, voilà, qui ont un aura. Donc c'est toute cette complexité qu'il faut dont il est nécessaire de tenir compte. De tenir compte. Ce ne sont pas des œuvres qui viennent juste agréables à regarder. C'est plus que ça. Justement, mais c'est pour ça que c'est la question passionnante. Alors, on se souvient du discours, ça n'avait rien à voir avec l'art, mais de Nicolas Sarkozy à Dakar, je crois qu'il disait les pays africains ne sont pas encore entrés dans l'histoire, mais il y a souvent eu, même chez les spécialistes de l'art africain, l'idée qu'au fond, il n'y avait pas forcément un art africain, que c'était de la reproduction, c'était pas moins de la création que de la reproduction sans cesse des mêmes œuvres. Et donc, il y avait parfois une négation du côté artistique pour un côté plutôt artisanal. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce point parce que... Non, je vous pose la question. En fait, ces objets ont différentes natures. Donc, on ne peut pas avoir un discours globalisant sur ces objets. Il y en a qui ont une charge magique, il y en a qui ont une charge historique, il y en a une charge esthétique. Et donc, la difficulté d'être nuancé, c'est que ces objets peuvent avoir aussi une dimension marchande. Et là, ils deviennent du coup un bien et avec des enjeux marchands très importants. Donc on est toujours à la frontière de ce qui est de la culture, de l'accès à la culture, de l'accès à l'histoire, et puis ces enjeux marchands qu'il ne faut pas négliger non plus. Et qui sont même premiers dans la question de l'art africain, parce que ce sont les marchands qui ont participé à la diffusion de ce patrimoine en Occident, qui l'ont inséré, je pense par exemple à Paul Guillaume, qui l'ont inséré ce patrimoine dans la création occidentale. Picasso s'en empare, et on y reviendra. Mais Picasso était extrêmement sensible à cette esthétique. Et s'est inspiré de l'art africain, beaucoup. Et de la question des masques. Absolument. On peut également voir cette fascination chez Hergé qui reprend avec Tintin le masque. Pour lui, Tintin est un masque. Parce que dans votre contribution dans ce livre, notamment, vous faites ce détour qui pourrait sembler un peu anecdotique ou assez, par Hergé et par Tintin. Alors je pense que s'il est justement pas anecdotique parce que non mais expliquez-nous parce qu'aujourd'hui la bande dessinée d'Hergé constitue en quelque sorte une source pour l'historien et que Hergé, Georges Méry... C'est vrai, pardon. Juste en un mot, mais je vous laisse la parole, mais c'est vrai que dans beaucoup d'albums de Tintin, les héros, Tintin, Haddock, et puis il y a des prédateurs aussi de côté, tombent sur des œuvres d'art des pays qui visitent, c'est ça. Alors il y a un intérêt évident pour Hergé pour l'objet. Et donc il y a toutes sortes d'objets phares et des objets qui vont constituer le fil rouge d'un album. C'est le cas avec le sceptre d'Ottokar et c'est le cas aussi dans l'oreille cassée. L'oreille cassée, oui. Voilà, on a pris quelques-uns des albums. Et dès les cigares du pharaon, du reste... Hergé se pose la question de la légitimité de l'appropriation du bien qui appartient à la culture qui n'est pas la sienne. Et en même temps, il pose, dans toutes ces questions traversent une grande partie des albums, la question de l'amitié entre cultures et du fait que certains de ces objets peuvent être le témoignage de l'amitié entre deux cultures. C'est d'ailleurs le cas dans l'oreille cassée, puisque, au fond, l'oreille cassée raconte l'histoire d'un bien qui disparaît du musée ethnologique de Bruxelles, le fétiche, et Tintin part à la recherche de ce fétiche, qui l'amène jusque chez les Arumbaya, et on découvre, il y a une page entière qui s'intéresse à la traçabilité, à la provenance du fétiche. Et ce fétiche a été donné à un explorateur. Il y a donc, c'est un objet qui est rentré dans le patrimoine belge de manière parfaitement légitime,
Donc Hergé, en réalité, a été lui-même très intéressé par le musée des arts de Bruxelles et également le musée de Tervuren, qu'il avait beaucoup inspiré pour le Congo, parce qu'il n'avait pas énormément de documentation, il fallait qu'il se documente. Cette question, il ne l'avait pas tellement appréhendée dans le Congo, mais le Congo, malgré tous les reproches qui sont faits à cet album, est un album très intéressant historiquement, parce qu'il correspond au moment de l'expédition Dakar-Djibouti, et que, au fond, Tintin, d'une certaine façon, part à l'aventure. Années 30, quoi, en gros, c'est ça. Voilà, années 30, exactement. Donc Dakar-Djibouti, c'est 1931. Et aujourd'hui, il y a un documentaire que je conseille à tout le monde. Vous voulez qu'on en parle de cette expédition? Oui, de cette expédition. De Michel Leiris, notamment. Qui est un élément passionnant. Il y a un documentaire sur Arte, c'est ça? Exactement, un documentaire sur Arte qui est très intéressant sur le sujet, parce qu'on y voit beaucoup d'images, des photos. On a gardé, finalement, on a réussi à conserver peu de documents filmés, parce qu'il y avait eu des films pendant l'expédition, mais on a quand même un grand nombre de documentations, ce qui fait que le film est extrêmement riche sur le plan documentaire, et je conseille d'aller jusqu'à la fin du documentaire, parce qu'il y a des précisions qui sont données en fin de documentaire sur les documents, les traces qu'on a de cette expédition, et elle permet vraiment, à mon sens, d'entrer dans la complexité du sujet, parce qu'on y voit Michel Leiris et d'autres partir collecter sur place des biens. On sent aussi qu'il y a une certaine pression à la collecte, c'est-à-dire qu'ils doivent ramener des objets. C'est quand même leur mission, et c'est une mission qui est financée. Et on voit bien au cours de cette expédition qu'ils vont être au départ pris plutôt dans des relations marchandes, très bien accueillis aussi, mais qu'à un certain moment, ils perdent en quelque sorte l'esprit original qui était le leur, c'est-à-dire un esprit plutôt anticolonialiste, et ils font des reproches au colonialisme, et eux-mêmes vont décider à certains moments de s'emparer de biens, et parfois ils partent la nuit pour éviter des questions, parfois avec l'accord de la population, mais ils sentent bien que cet accord qu'ils détiennent, ce consentement est fragile, qu'il pourrait bien en une nuit se modifier. Et donc c'est un documentaire qui est extrêmement intéressant. Ils prennent des notes d'ailleurs de ce qu'ils achètent. Il y a justement parfois on disait on ne sait pas la provenance, mais là non, mais là c'est un travail de comptabilité. D'ailleurs ils se plaignent du caractère fastidieux de faire des inventaires. Et par ailleurs, à un moment donné, on voit le documentaire montre combien d'objets ont été prélevés, mais là je crois qu'il faudrait être un peu plus précis, parce que vous allez avoir des objets qui peuvent avoir, comme le disait Mélanie, des charges extrêmement diverses, et donc au musée de Tervuren vous avez énormément d'objets qui sont des objets de cuisine, et qui vont être investis par ces ethnologues. Non seulement ils achètent l'objet, il y a quand même un certain nombre de ventes qui s'opèrent, de transactions, de trocs. On voit dans le documentaire, on voit à un moment donné un Africain qui porte sur son torse une clé qui est une clé occidentale, et on peut imaginer qu'il l'a échangée, et comme on pouvait échanger des perles. Oui, puis avoir quelque chose de nouveau, c'est plutôt d'occidental. Et ça nourrit quand même l'idée que l'Occident était là pour conserver tout ce patrimoine. Et donc, on est en train de changer d'approche, avec surtout des États qui maintenant ont construit des musées incroyables. Oui, il y avait cette question de la conservation qui était importante. Ça a été longtemps un frein. Les arguments étaient que, en Occident, on avait le moyen de conserver, ce qui n'était pas forcément le cas en Afrique. Oui, donc, et ça, c'est en train de changer. Vous avez le musée Moka en Afrique du Sud. Vous avez Dakar, c'est doté aussi d'un énorme musée pour accueillir toutes ces collections.
bon, ça se multiplie. Oui, et qui vont permettre des conditions d'hygronométrie qui seront... Parce que c'est une vraie question, la conservation du bois, ça n'est pas juste une question pour empêcher la restitution. C'est un vrai sujet. Également, les conflits. Les conflits qui peuvent s'opérer sur les territoires et qui peuvent conduire à de nouveaux pillages, en fait. D'accord. C'est la raison pour laquelle il y a parfois oui, des parce qu'il peut y avoir des partagés pillages sur le internes sujet. aussi. Enfin, et comme vous le disiez, il y a les États, il y a les tribus, enfin tout ça est complexe. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un changement. On parlait du musée des Arts Premiers tout à l'heure. Le personnage qui a influencé beaucoup Jacques Chirac, c'est Kershach. On a dit à un moment qu'il avait probablement rapporté des choses un peu en loose day, si je peux dire. Il y a un aura de flou sur des objets. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup peut-être d'amoureux de ces arts, ce qu'on appelle les arts premiers. Maintenant, on appelle arts primitifs. Je pense que chez certains marchands, il y a pu avoir une fascination telle. Fascination, oui, absolument. Parce que les marchands sont aujourd'hui, sur certains objets, les marchands vont apporter une expertise qui est énorme. Et certainement que sur place, certains marchands ont cédé à la tentation de prendre des objets qui les fascinaient tellement qui pouvaient opérer une forme de prélèvement illégitime. Mais ça n'empêche pas, on le voit bien d'ailleurs dans le cahier quand même qui est retracé dans l'expédition Dakar-Djibouti, ça n'empêche pas que dans cette expédition, on voit vraiment que la population est totalement appelée à participer, non seulement à échanger des objets, mais à raconter leur histoire. Également éventuellement des contes populaires et donc à documenter l'objet. Oui. Donc l'objet est une manière d'entrer dans la culture de l'autre et de mieux la comprendre et ça revient sur cette recherche de compréhension mutuelle et de patrimoine universel où finalement ça n'appartient à personne, ça fait partie de l'interculturalité mondiale pour vivre ensemble. Comme on n'imaginerait pas un musée où il n'y aurait que, aujourd'hui un musée en France, où il n'y aurait que de l'art français. Bien sûr. Oui, il y a la question d'universalité qui est derrière tout ça, évidemment. Et qui, je pense, intéresse également ces populations qui considèrent qu'un certain nombre de ces objets sont des objets ambassadeurs. Et donc des objets qu'on peut avoir intérêt à laisser dans des musées occidentaux et qui montrent la beauté de cette culture. Et qui permet un point d'entrée dans cette culture. Il y a actuellement dans l'art contemporain une faveur assez grande pour l'art contemporain africain notamment, qui très dynamique. Il y a des parts de marché. Les musées les musées africains sont absolument. Mais est-ce que ça change justement le regard des pays africains justement sur ces... Parce que là aussi, ça devient mondialisé cet art africain, si je peux dire. Hein. Je dirais que c'est pour sortir aussi du passé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail à faire par rapport à la colonisation, qui est une blessure très profonde, et en même temps qui vient retenir dans le passé. Donc l'art contemporain, parce que l'Afrique, comme l'ensemble du monde, est finalement un terreau de créativité énorme, et donc là comme ailleurs, et mettre en valeur cette créativité contemporaine, c'est aussi s'inscrire dans le présent. Ça n'a pas, à mon sens, plus de spécificité que la création ailleurs. Il faut... ça pourrait changer le regard, je veux dire, des pays africains sur eux-mêmes aussi. Enfin, non, mais exactement. C'est-à-dire que cet art contemporain permet de réinvestir le passé d'une autre façon. D'une autre façon, voilà. Et aussi à la fois de le sublimer et de le surmonter. Absolument, oui. De façon positive. Tout à fait. Donc, il y a un certain nombre de ces artistes. Il y a un regard positif, voilà, tout d'un coup. Qui vont aller s'inspirer d'œuvres du passé pour... par exemple, prendre un masque et en faire quelque chose d'autre. Enfin, ils ne prennent pas le masque qui est dans le musée, mais ils s'inspirent du masque pour proposer une variante contemporaine de ce masque. Et certains souhaitent permettre que leurs œuvres contemporaines retrouvent l'espace du sacré. Et donc, ils vont essayer d'insérer leur création contemporaine dans les cérémonies
rituels qui sont les leurs et qui cherchent aussi à réinvestir. En complément de ça, c'est pas non plus une fin en soi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un lien avec de la création traditionnelle, mais il y a aussi toute une création qui est totalement sui generis. Et c'est important de le dire parce que sinon on est un peu dans le folklore, ce qui est très réducteur de la création, du dynamisme créatif. Un mot, Mélanie Clément-Fontaine, sur justement l'apport du numérique sur ce sujet. Alors l'apport du numérique, on a parlé de rayonnement, ça c'est très important puisqu'on est quand même dans une société où l'accès au savoir, à la culture se fait via le numérique. Donc la numérisation des collections muséales, c'est un enjeu extrêmement important et c'est important aussi pour ces collections dans le cadre des réflexions autour de la restitution. Parce que ça permet une ubiquité des objets, c'est-à-dire que ces objets, quel que soit finalement le support physique, la situation géographique du support physique, on va au moins avoir accès à ces objets numériquement, avec aussi des outils incroyables qui sont la possibilité d'agrandir, la possibilité de tourner autour, la possibilité de créer des objets 3D, donc des reproductions assez fidèles. Alors c'est des copies, mais je pense que les musées sont remplis de copies et on s'en rend pas compte. Donc il faut aussi relativiser la question de l'original. Bref, cette numérisation, c'est important, mais c'est un coût aussi très important. Et c'est là toute la difficulté qui accompagne cette question de la numérisation, c'est-à-dire qu'on a des institutions publiques qui doivent fonctionner et numériser, elles n'en ont pas les moyens. Or, quand elles le numérisent, ce sont des données publiques et donc c'est accessible à tous. Tout le monde peut les réutiliser. Donc, on est vraiment, sur les sites internet, etc. On est vraiment dans la finalité du musée qui est de rendre accessible à tous et à toutes. En revanche, comme ces institutions n'ont pas forcément les moyens, elles vont faire appel éventuellement à des sociétés extérieures qui, là, peuvent monnayer une exclusivité de l'exploitation finalement de la numérisation. C'est double numérique. Donc on voit que la question est complexe et je regardais un documentaire sur justement cette question de restitution et la revendication allait jusqu'à l'empreinte numérique en disant restituer l'objet et puis aussi tous ces doubles, toutes ces empreintes numériques des œuvres parce que c'est vraiment un coût très important. Et là a été introduite la question de la propriété intellectuelle. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'empêche que finalement, on aurait pu espérer que le numérique permette de s'émanciper de l'appropriation, de la réservation du monopole. Et puis on s'aperçoit que par des règles juridiques, par des motivations économiques, finalement, on va encore mettre des blocages, empêcher l'accès. C'est ce qui arrive avec les NFT, non ? Oui, puisqu'on a une propriété personnelle d'un objet numérique, non ? Là, ça permet d'identifier... Ça serait drôle d'avoir des objets africains en NFT. Moi, je pense que je mettrai un bémol la quadrature du cercle. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de résistance des conservateurs de musées. On le voit avec la frise du Parthénon entre l'Angleterre et la Grèce. La frise du Parthénon étant toujours au British Museum, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a son emplacement vide. À Athènes. Et à Athènes, un musée vide qui attend. Et les discussions avancent. Mais c'est la Grèce. Il y a eu des propositions faites dans le sens de réalisation 3D. Et de boîtes d'entreprises privées qui se sont insérées dans ces débats et la direction du British Museum a mis un bémol à ça en disant qu'un musée ne pouvait pas. Alors Mélanie disait il y a des copies dans les musées, mais normalement quand on présente quelque chose, c'est qu'on croit à la solidité de la provenance. Ce que je veux dire, c'est que en tout cas moi comme public, je ne serais pas toujours capable de
Oui, Non, faire tout la à fait. distinction. Mais c'est justement, Bien c'est justement le risque. Et je reviens à l'oreille cassée parce que vous savez qu'à un moment donné, on va dupliquer ce fétiche et Tintin va finir par le retrouver dans une boutique Oui. à 17 C'est francs. vrai. Bon, et il y a toute une réflexion très intéressante de sa part sur le fait de dupliquer l'objet et sa valeur évidemment chute. Et au fond, la morale de cet album, on le voit à la fin, l'objet, c'est le fétiche premier qui a été retrouvé, qui est tout abîmé, il a explosé en éclats, parce qu'il y avait en fait, il était le contenant d'un trésor. Et donc, il a été en quelque sorte reconstitué. Mais c'est bien le fétiche premier avec toutes ces griffures, toutes ces brisures qu'on a reconstituées. Et malgré le fait qu'il soit très abîmé, Mais il a c'est plus ce de fétiche valeur. C'est celui-là qui a de la valeur. qu'on expose et surtout pas une réplique. copie. Ouais. Ceci dit, la numérisation aussi permet de reconstituer ce qui a été détruit définitivement. On voit les ruines de Palmyre, par exemple, ça c'est incroyable Ouais, ce qu'on a qui pu était, faire, absolument. et ça c'est un intérêt scientifique, c'est un intérêt historique, donc ce sont des outils qu'il ne faut pas négliger. Non, pas du tout. Même si le rayonnement de l'objet n'est pas le même. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup pour toutes ces Merci, explications. Baptiste Je renvoie au livre, donc les restitutions des collections muséales, aspects politiques et juridiques. C'est donc chez Manet. Marais Martin. Marais, je ne sais pas pourquoi je peux l'appeler Manet à chaque fois. Marais et Martin, hein, avec un petit comme ça. Merci à toutes les deux. Merci à J'envoie vous. ce livre et puis voilà, puis vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci. Avec Merci. plaisir.